Il faut bien choisir ses clients, il faut jamais leur mentir, il faut leur dire les choses telles qu'elles sont, et surtout qu'on travaille avec des grands groupes, des gens qui sont compréhensifs et savent ce que c'est, ils sont prêts à aider, parce que eux aussi ça les intéresse en fait, d'aider une start-up, de la voir grandir, ça les fait grandir aussi. Si je leur dis, voilà ce qu'on a aujourd'hui, ça va pas répondre à votre besoin. Mais voilà comment il va répondre à votre besoin, on a besoin de vous pour le finir. Et ils ont payé pour le finir. Bienvenue sur l'entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Oussem Hamza, fondateur de Data4Job. Dans cet épisode du podcast, Oussem partage avec nous son parcours, ses premiers projets et son aventure entrepreneuriale avec Data4Job. Oussem a créé une solution qui utilise l'intelligence artificielle pour accélérer le processus RH. Il avait pour cible, dès le départ, des grands groupes. Dans cet épisode du podcast, vous allez apprendre comment partir d'une idée et la faire évoluer jusqu'à obtenir un produit. Comment décrocher votre premier contrat avec un grand groupe. Comment entretenir une relation sur le long terme et comment s'attaquer à un marché que l'on ne connaît pas. Vous pouvez accéder aux liens et outils cités et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/12, le chiffre 12. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 12. Excellent. On va finir par m'appeler Monsieur Excellent. Oussem, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi ? On va essayer. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Oussem Hamza, le cofondateur de Data4Job, une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour donner le sourire au service des ressources humaines. Il s'est donné pour mission de transformer le recrutement et la mobilité en interne. Oussem, avant de parler de Data4Job, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait ? Je ne sais pas si je vais appeler ça business, mais ça date où je devais avoir 13 ou 14 ans, où je devais avoir parmi les... peut-être le premier dans mon quartier, c'était en Tunisie, où mon oncle m'a prêté un PC et une imprimante. Ça a commencé là, et quelques mois plus tard, je commençais à maqueter des cartes visite, et c'est le photographe du coin qui prenait en photo ma création et qui va la transformer, il va chez l'imprimeur pour faire en sorte qu'elle soit une carte visite, et puis j'en profitais pour faire des cours d'initiation à l'informatique dans ma chambre. C'était rémunérateur d'ailleurs à l'époque, pour quelqu'un de 13 ou de 14 ans. Je crois, si ma mémoire est bonne, c'est le tout premier business que j'ai commencé. C'était modeste, mais c'était bien. Ça m'a donné le goût de l'entrepreneuriat en tout cas. Excellent. Oussem, tu as été longtemps salarié. Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, tu as eu le déclic et tu t'es tourné vers l'entrepreneuriat ? Alors, je crois que le déclic, il n'y avait pas réellement un déclic. C'est que je crois que c'était une volonté. C'est quelque chose que j'ai préparé plusieurs années avant. Donc dès que j'étais au lycée, etc., je savais que, in fine, ce que j'aimerais bien devenir un jour, c'est monter mon business, créer quelque chose et le faire réussir. Et j'ai orienté toute ma carrière depuis que j'ai eu mon diplôme en 2005 et puis mon premier job en 2005 aussi. C'était de comment, quelques années plus tard, comment me doter de toutes les compétences, tout ce qu'il faut pour quelques années plus tard, je peux devenir entrepreneur, je peux lancer ma boîte. Et donc je me rappelle même, c'était en 2007 je crois, c'était ma toute première vraie négociation d'augmentation où je voulais quelque chose que j'ai pas eu, où j'ai pas réussi à l'avoir et du coup j'ai troqué une augmentation contre un changement, une conversion professionnelle pour acquérir des compétences nécessaires pour devenir entrepreneur, chef d'entreprise demain. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc dans la société dans laquelle j'étais, c'est un cabinet de conseil, j'ai essayé de suivre un chemin où à chaque fois, dans chaque entretien annuel, où je mettais d'un côté une augmentation de salaire, de l'autre côté des responsabilités, des choses à faire, aller vers le commerce, aller vers le marketing, faire un peu de delivery, un peu de RH, avoir un overview assez global sur comment fonctionne une entreprise pour me préparer progressivement à me lancer. Finalement, ça a pris du temps. Je suis parti 11 ans plus tard. Mais dans ces 11 ans, j'ai commencé développeur informatique. Après, c'est le conseil. Après, c'est la gestion opérationnelle d'une BU, directeur BU, partenaire, et jusqu'à 2014 à peu près, où finalement, je commençais à préparer l'après. Donc, la question que tout le monde se pose, que je me suis posé aussi, c'est MBA. Faire un MBA, c'est un changement de carrière. Mais le hasard fait bien les choses. J'ai eu l'opportunité d'avoir 1 an de transition, on va dire, où je suis devenu Innovation Manager, ce qui m'a préparé à bien réfléchir et à préparer la suite, quoi. Et c'est quoi Innovation Manager ? Innovation Manager, surtout dans un cabinet de conseil, c'est quelqu'un qui va essayer de faire en sorte que toute l'entreprise, de capter les bonnes idées au sein d'une entreprise pour faire en sorte
de les étudier, de les faire émerger, de le faire mûrir pour identifier les meilleurs. Et se poser la question si c'est intéressant ou pas de lancer une activité en business autour de ça. Donc, soit lancer un business, soit transformer le business de l'entreprise. Donc, il y a deux manières de voir les choses. Il y a des entreprises dont l'innovation manager, il est là pour réinventer la manière dont l'entreprise fonctionne, ou pour proposer de nouveaux services, ou pour certains, et pour le cabinet dans lequel j'étais, qui s'appelle Aneo d'ailleurs, c'est pour lancer une activité à côté, complètement autonome, incubée, amorcée par le cabinet, pour développer quelque chose qui n'a jamais été développé auparavant. Et c'est pendant cette fonction-là que tu as eu l'idée de Data for Job? Exactement. Et pour être tout à fait transparent, c'est pas que mon idée. Donc il y a eu un appel à idées sur quelles sont les nouvelles utilisations du big data, de la data dans ce monde. Donc il y avait beaucoup d'idées qui ont émergé dans comment on utilise la data pour améliorer l'accès à l'emploi ou surtout la conversion professionnelle des gens. Et on a travaillé d'ailleurs sur un cas, c'était très bien. On a travaillé sur une dame, une Française qui voulait partir à Londres et qui n'arrivait pas, c'était marrant l'histoire, donc c'est important à raconter. Donc c'est quelqu'un qui est Bac+2, qui travaille dans les services administratifs des entreprises et qui adore faire de la pâtisserie française. Et fait beaucoup d'allers-retours à Londres parce qu'elle veut apprendre l'anglais et puis du coup elle y va souvent. Elle est en période de chômage, elle cherche désespérément un poste d'assistante administrative, elle trouve pas. Et de l'autre côté, il y a un pâtissier français à Londres qui cherche une serveuse qui est dans cuisine et qui est à mi-temps. Et pour mi-temps, il cherche quelqu'un qui gère l'administratif de son restaurant. Donc c'était deux offres d'emploi. En face, on avait notre chômeuse qui avait les doubles compétences, sauf qu'elle cherche un seul pour un temps complet. Et du coup, ces gens-là, aujourd'hui, ils ne se rencontrent jamais. Jamais cette personne va tomber sur les deux offres d'emploi. Il va se dire, j'ai deux mi-temps, mais je peux assurer les deux et ça me fait un job à temps complet. Et en fait, les exemples sont nombreux dans ce cas-là. C'était l'idée fondatrice. Hein. Après, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est rien à voir avec. Et c'est normal. C'est toujours comme ça, les entreprises. On a commencé par ça. On a travaillé sur ce cas. Comment on utilise la data pour proposer une solution, pour faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent un peu mieux. Et puis, de fil en aiguille, on a créé une vraie idée, une vraie proposition de valeur. On a créé un nom, il s'appelle Data for Job. Et on s'est lancé. Et donc, c'est quoi Data for Job? Alors, Data for Job aujourd'hui, sa mission, c'est utiliser la data issue de toute la data qu'on peut trouver sur Internet au sein des entreprises, etc., autour de la carrière, mais aussi les data autour de l'utilisation que fait les différents acteurs d'un processus de recrutement pour faciliter la vie à chacun. Alors, qui sont les acteurs d'un processus de recrutement? Il y en a trois finalement. Le collaborateur ou le candidat, enfin, ça dépend si on travaille ou si on parle de recrutement ou de mobilité interne. Le recruteur professionnel dans le métier et d'émettre des offres d'emploi et de faire et de trier les candidatures. Et puis le manager, donc l'employeur, celui qui émet le souhait. Et si on observe, les trois, ils ont des très gros problématiques et de très grandes incompréhensions entre les trois. Et l'idée, c'est de proposer à chacun une solution digitale basée sur l'intelligence artificielle qui va aider chaque acteur à mieux faire son travail parce qu'on a analysé comment les deux autres acteurs travaillent. Donc voilà la philosophie de Data for Job. Proposer une plateforme complète pour tous les acteurs d'un processus de recrutement de mobilité interne pour faire en sorte qu'ils se rencontrent mieux et plus vite. Donc moi, je suis salarié dans une grosse entreprise française du CAC 40. D'ailleurs, c'est des grosses compagnies, tes clients, c'est ça? Aujourd'hui, principalement les grands groupes qui sont clients Data for Job. D'accord. Donc moi, je suis salarié, je veux une mobilité en interne. La RH, aujourd'hui, avec Data for Job, va pouvoir me proposer des postes intéressants. Avant d'aller au RH, vous-même déjà. On va vous aider à définir est-ce que ce que vous avez envie de faire, c'est réellement ce que vous avez envie de faire. Parce que souvent, quand on commence à chercher une évolution professionnelle, quand on commence à en avoir marre de notre taf, on dit qu'on commence à s'ennuyer, qu'est-ce que je peux faire demain? Je me pose des questions, on a rarement le bon conseil. Et le conseil qu'on a, c'est le collègue qu'on rencontre au café ou les amis qui travaillent dans des entreprises similaires. Ça fait quand même comme source d'inspiration, c'est un peu restreint. Et donc, ce qu'on a, nous, on a proposé de faire, ou ce qu'on propose aujourd'hui, on le fait avec, par exemple, un grand acteur international de la pharma, c'est notre outil qu'on appelle Coach Remo aujourd'hui, le collaborateur, il va arriver et on va lui dire, on va essayer de le guider pour formuler un objectif de carrière. Cet objectif, on va essayer qu'il soit cohérent ou qu'il soit le plus adapté possible à trois choses. Ses compétences, ce qu'il sait faire, ses appétences, ce qu'il a envie de faire, et la réalité du marché, ce que son entreprise ou le marché du travail est capable de proposer. Il faut vraiment que ce soit la rencontre de ces trois-là. Donc il y a un moteur conversationnel il va lui poser des questions, il va répondre en fonction de ça, il va le faire entrer dans l'espèce d'entonnoir qui va lui dire par rapport à ce qu'on a compris de toi, voilà les pistes possibles. Voilà vers quoi tu peux évoluer.
Ça, c'est la première étape. Ce qui permet déjà, c'est un peu comme aujourd'hui, je veux voir ce que j'ai envie de faire, donc je pose la question à des amis, je vais sur Google, sur LinkedIn, je regarde les personnes qui ont eu un parcours similaire au mien, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire après. C'est la même démarche, sauf que c'est un robot qui va le faire, c'est une intelligence qui va le faire, qui va me proposer les pistes d'évolution possibles. Une fois, j'ai défini les 2, 3, 4 objectifs de carrière potentiels. Ce que l'algo va faire, c'est qu'il va identifier parmi mes collègues, même ceux avec qui j'ai jamais discuté, ils peuvent être dans le cas d'un grand groupe dans un autre pays, ceux qui ont eu un parcours qui peut être inspirant pour moi. Ça veut dire leur point de départ, il est similaire ou proche de ce que je suis aujourd'hui et ils ont réussi à se rapprocher de l'objectif qui est le mien. Et donc l'outil va me mettre en contact et va m'aider à avoir une conversation avec cette personne pour s'inspirer et pour décider définitivement que c'est ça ce que j'ai envie de faire. Et une fois on a fait ça, pareil, toujours nos algos, ils vont scanner les opportunités au sein de l'entreprise en termes de formation, en termes d'offres d'emploi en interne, donc de mobilité interne, pour me rapprocher progressivement vers cet objectif. Donc à chaque fois qu'il y a une offre, à chaque fois qu'il y a une formation qui est disponible, je suis alerté et je peux me positionner ou pas. Et il peut me conseiller de devenir entrepreneur? Il peut. Il peut, si ce sont des trajectoires qui sont disponibles au sein de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, parce que demain, ça sera plus le cas. Demain, j'espère dans 3-4 ans, parce que il faut beaucoup de R&D. Aujourd'hui, on travaille intra-entreprise. Donc, quand on conseille les gens, on les conseille pour qu'ils restent au sein de leur entreprise. Et donc, pour les entreprises qui proposent des trajectoires intra ou inter-entrepreneuriales, c'est possible. On peut conseiller ce genre de choses. Je connais des entreprises qui, pour leur top 500, top 700, donc pour les talents qu'ils suivent, pour qu'ils deviennent les dirigeants de demain de l'entreprise, ils les poussent même pour partir de 3 ans, faire une expérience entrepreneuriale dans le cadre de leur formation. Ça existe en France, et c'est tant mieux. Excellent. Oussem, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Data4Job en termes de chiffres? Donc, Data4Job a été créé en mai 2015. On a fêté notre 3e année. Symboliquement, c'est un jalon, en fait, 3 ans dans la vie d'une start-up. Il y a maintenant 4 mois. Aujourd'hui, on est 12. On compte une petite dizaine de clients. Parmi ces dizaines, il y a 6 grands groupes. Je peux déjà lister AXA, Natixis, qui était notre premier client et partenaire, Sanofi, Air Liquide, Manpower, avec qui on a beaucoup travaillé aussi. Donc, on compte vraiment des clients prestigieux avec des contrats sur plusieurs années. On est 12 aujourd'hui. On a fait une première levée de fonds il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, on est en phase de réflexion et peut-être qu'on va lancer du coup. Aujourd'hui, on a montré qu'on a notre place dans ce marché. On a un catalogue de produits, de solutions qui plaît, des entreprises qui ont signé pour plusieurs années. Et donc, on pense qu'il faut aller à la vitesse supérieure. Et du coup, on va peut-être enclencher une levée de fonds importante pour se doter d'une vraie machine de vente pour se déployer. Notre ambition modeste, c'est déjà de devenir un champion national sur l'intelligence artificielle pour le recrutement et pourquoi pas européen. D'accord, excellent. Et vous avez des concurrents sur la place? Forcément. Alors, le marché des solutions digitales pour le recrutement et la mobilité interne, il y en a beaucoup. D'ailleurs, on est dans une fédération des startups innovantes RH qui s'appelle le LabRH, qui est très connue. Et on pense qu'on est 600 en France. Ça fait beaucoup de concurrents. Après, ça, c'est le RH. Ça veut dire, ça va de l'application qui va vous demander est-ce que vous allez bien ce matin ou pas. C'est le mood tracker, aux outils de matching, aux outils qui permettent d'organiser des sorties entre collègues. Donc, on est 600. Mais on pense que 40% c'est dans le recrutement, et après, dans le recrutement, il y a beaucoup de choses. Mais de manière générale, pour résumer, pour ne pas se perdre. La majorité des acteurs qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle, sont des acteurs verticaux. Donc, ils vont se concentrer sur quelque chose bien précis dans un processus de recrutement. Sur quelque chose de bien précis, ça peut être l'entretien vidéo. Donc, il y a des spécialistes de l'entretien vidéo. Il y a des spécialistes du matching affinitaire ou du prédictif. Ça veut dire leur rôle, c'est de passer des tests psychotechniques à un candidat pour savoir si, en termes de soft skills, en termes de motivation, en termes de psychologie, est-ce qu'il est adapté ou pas au métier qu'il vise. On va trouver tout ce qui est des recrutements par escape game ou des choses comme ça. On va trouver des plateformes de tests techniques pour l'IT. Donc il y a vraiment beaucoup d'initiatives très précises, très verticaux, des initiatives très verticales, pardon. Nous, on est un peu généraliste. Un peu généraliste, ça veut dire que on propose une plateforme qui va permettre à tous ces gens-là de se greffer. Dans un processus de recrutement, on a besoin de chercher dans une CVTech, de contacter la personne, de lui demander de passer un test technique, peut-être un CV vidéo, d'avoir un échange dématérialisé de contrats et de documents, de faire l'onboarding. Donc un processus de recrutement, il est beaucoup plus lent que ça. Donc nous, on a une plateforme. On permet aux candidats et aux collaborateurs de définir son objectif de carrière, de définir quel est le processus de mobilité ou de recrutement, de suivre et de pouvoir accéder à d'autres outils, à tout l'écosystème des startups innovantes pour pouvoir avancer.
Excellent. Quel a été le meilleur, ou qui est en cours, le meilleur canal marketing que vous utilisez pour faire croître Data4Job? Alors, on est dans les premières années de Data4Job où on n'a pas encore de processus de vente industrialisé avec une force commerciale puissante. Et donc aujourd'hui, le meilleur canal, c'est le rayonnement. Ça veut dire, dès la première année, nous, ce qu'on a essayé de faire, on a travaillé sur comment accroître notre réseau avec des relais, ce que moi j'appelle les relais d'influence. Les relais d'influence sont des gens qui peuvent te mettre en visibilité. Donc dès la première année, on a essayé de s'inscrire dans toutes les plateformes de cartographie des solutions RH, d'être en contact avec les cabinets de conseil qui font des benchmarks et des études sur les solutions innovantes. On a essayé d'adresser le maximum de concours en termes de solutions innovantes dans les RH. Et tout ça nous permet de se mettre en visibilité. Et indirectement, on était en train de faire de l'inbound marketing. Ça veut dire on fait parler de nous, on y va, et ce sont les gens qui viennent nous voir. Et je dirais que pour les 2 premières années, ça a marché. Ça a même bien marché. Après, on n'était pas en recherche d'un très grand volume de clients. C'était le démarrage. Au début, on cherchait notre premier client. Après, on cherchait à atteindre les 10 clients avec des clients prestigieux et surtout des contrats. Enfin, parce que dans une startup, au début, on cherche l'époque. Et après, on cherche les contrats sur plusieurs années. Justement, ce qui est important là-dedans, c'est comment vous avez réussi à faire signer le premier client. C'était un concours, les premiers clients. Après, il y a eu quelques initiatives avec des amis qui vont t'acheter un petit truc, machin. Donc ça existe, hein. Ou un ancien client qui t'aime bien quand t'étais consultant et t'y dit, OK, je te file 1 000 euros, 2 000 euros, je vais tester, je vais voir. Nous, notre vrai premier client, c'est Natixis. Alors Natixis, c'est une banque, hein. C'est une banque d'investissement. Ouais. Donc c'est une banque d'investissement qui fait partie du groupe PPCE. Alors Natixis, c'était Paris Inco, qui est incubateur accélérateur de la région Île-de-France. Donc Natixis s'est adressé à Paris Inco pour lui dire on a cherché des solutions RH qui répondent à nos besoins, on n'a pas trouvé, est-ce que parmi l'écosystème startup, il y en a qui proposent des choses intéressantes pour nous? C'était ça la question. Et donc comme nous, on était référencés par Paris Inco, donc c'est suite à ce que j'ai dit tout à l'heure, on essaie de se faire référencer partout, donc on a reçu ce concours. Donc on a participé. Natixis nous a mis parmi la liste de 10 entreprises, 10 startups qui l'ont intrigué, on va dire, c'est plutôt ça. Donc on a été reçu, ensuite shortlisté, on fait partie des 3, et là on se bat avec les 2 autres et on a gagné. Donc on a gagné même un contrat de co-développement. Ça veut dire que Natixis, c'est ce que je cherchais à la base. Ça veut dire que quand je suis allé voir Natixis, je leur ai dit voilà ce qu'on a aujourd'hui. Ça va pas répondre à votre besoin. Mais voilà comment il va répondre à votre besoin. On a besoin de vous pour le finir. Et ils ont payé pour le finir. Donc Natixis a payé pour nous aider à finir la première version du produit. Les utilisateurs finaux, donc l'équipe de recrutement, a participé dans le maquettage et la spécification dans certaines fonctionnalités. Nous, on s'est engagé à le faire avec un planning et on a fini. Et aujourd'hui, ils l'utilisent depuis 2 ans et demi. C'est excellent. C'est-à-dire que faut toujours être transparent avec ses clients et le client, souvent, il vous accompagnera. Ah, clairement. Oui. Il faut bien choisir ses clients, il faut jamais leur mentir, il faut leur dire les choses telles qu'elles sont, et surtout qu'on travaille avec des grands groupes, et on a toujours ceux qui sont des gens qui sont compréhensifs et savent ce que c'est, et ils sont prêts à aider, parce que eux aussi ça les intéresse en fait, d'aider une start-up, de la voir grandir, ça les fait grandir aussi. Parfait. Oussem, quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de Data4Job? Alors, aujourd'hui, notre principal enjeu, c'est de se doter d'une machine de vente. Aujourd'hui, on a les produits, on a les premiers clients, on a des témoignages clients très intéressants. Donc maintenant, c'est le moment de changer de vitesse et d'aller beaucoup plus vite. Et donc la prochaine étape, c'est chercher des financements pour créer cette machine de vente, qu'elle soit la plus puissante possible. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire ça dans les 6 à 9 prochains mois, ce qui nous permet en 2021-2022 de se rapprocher de notre objectif. Parfait. Et du coup, quand tu parles d'objectif, c'est un objectif chiffré? C'est un objectif chiffré, mais je peux pas le partager pour le moment. Au prochain alors. J'espère. Dans 1 an. Oussem, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? Le pire moment. Enfin, c'était un de mes anciens patrons qui me disait que la vie de l'entrepreneur, c'était avant que je me lance, il m'a dit, et c'était pour un truc à la con d'ailleurs, je lui ai dit au début, je veux pas prendre des bureaux, je vais travailler de chez moi. Il m'a dit, attention, il faut pas faire ça, parce que la vie d'entrepreneur, c'est une vie de solitude. Et il y a des moments qui seront difficiles, où tu te sens seul au monde. Et si chez toi n'est pas un échappatoire, il y a un problème. Ça veut dire que t'es toujours en prison. C'était ça ce qu'il m'a dit. Donc il m'a dit, pour travailler, sors de chez toi. Comme ça, quand tu sens pas très bien, quand tu rentres chez toi, t'as changé de décor, quoi. Et en fait, j'ai découvert à plusieurs fois que oui,
Être entrepreneur, c'est un métier où de temps en temps, quand t'as pas suffisamment d'argent pour payer les salaires de fin du mois, quand tu appelles le client 35 fois pour se faire payer et que lui il dit oh, t'inquiète pas, je te paye dans 2 mois, des choses comme ça. Donc le pire, c'est que par 2 fois, je suis fin du mois et il n'y a pas suffisamment d'argent pour payer tout le monde. Pour s'en sortir, c'est là où c'est bien, c'est aussi la communauté autour de moi. Ça veut dire que si tu as des relations de confiance avec tes banques, avec tes actionnaires, avec tes clients, finalement tu trouves des solutions. Parfait. À contrario, quel a été ton plus beau moment? Je crois que c'est la signature de contrat avec Natixis. Parce que quand tu travailles pendant 1 an, un peu à l'aveugle, tu penses que le marché va adorer ton produit, que tu réponds à une vraie problématique marché, que tous ceux qui voient une démonstration de ton produit se disent c'est top, mais ils signent pas de chèque. Enfin, tu peux avoir des moments de doute. Et là, quand c'est une très grande banque française qui te dit je crois en ce que tu fais et je vais payer pour pouvoir l'utiliser, je crois que c'était le meilleur moment. C'était un vrai jalon dans la vie de l'entreprise de Data for Job en tout cas. Oussem, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes. Le livre que je recommande. Alors, il y a plusieurs livres que je recommande. Moi, j'ai différents types de lecture. Moi, j'adore tout ce qui est politique et tout ce qui est psychologique, on va dire. En termes de psychologie, de manière générale, j'aime les œuvres de Milan Kundera et de Amin Maalouf. Et je crois que le livre que j'adore le plus, c'est quand même un livre de Milan Kundera, qui est L'insoutenable légèreté de l'être, que j'ai lu au moins 7 fois. C'est que tu l'adores. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? Alors, c'est l'ancien patron de HP France, qui est aujourd'hui le patron de SAP France, qui s'appelle Gérard Kersinti. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Déjà, j'ai eu l'opportunité d'être sur un même plateau télé avec lui et de le voir en direct. J'ai même discuté un peu avec lui. Et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Il a un blog sur LinkedIn. Il est influenceur sur LinkedIn. Il s'appelle Gérard Kersinti. Et c'est quelqu'un qui a une conviction très très forte que je partage. C'est que ce qui fait la force d'une entreprise, c'est les leaders et le leadership et le sens du leadership. Et le management des équipes dans une entreprise, il doit pas être très vertical, très hiérarchique, où il faut donner les ordres. Il faut développer le leadership de chacun pour qu'il s'exprime et que tout le monde soit une force de proposition et qu'il y ait une liberté de prise d'initiative au sein de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose c'est une vraie conviction chez moi. Ton outil en ligne préféré? Mon outil en ligne préféré. Bon, ça dépend pour faire quoi, bien sûr. Je dirais, si je regarde aujourd'hui le top 5 des outils sur lesquels je vais tous les jours, il y a mon boîte mail, forcément, qui me suit. Sinon, il y a LinkedIn. Je passe du temps sur LinkedIn quand même, parce que c'est une source d'information. Et puis, c'est un outil collaboratif qui permet de discuter avec beaucoup de monde. C'est un outil que je préfère, par exemple, à Facebook, parce que je trouve que la donnée est un peu de qualité, il y a un peu moins de fake news. Et puis, pour mon métier, c'est quand même très important. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? C'est de préparer son lancement. Je vois beaucoup de jeunes diplômés qui se disent, surtout école de commerce, qui se disent « Ok, j'ai mon diplôme en poche, j'y vais. Je vais lancer ma start-up. » C'est louable, c'est très bien, mais c'est pas facile de lancer une entreprise. C'est vraiment c'est même très très compliqué et il faut un minimum d'expérience. Donc moi, je conseille fortement les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de faire un travail sur soi-même. Est-ce qu'on se sent prêt? Est-ce qu'on a réellement les compétences? Est-ce qu'on a suffisamment d'expérience pour se lancer? Si la réponse est non, il faut peut-être faire ce que moi j'appelle les jobs tremplins, des choses comme ça. Ça veut dire faire quelques métiers, même si c'est pas très rémunérateur, même si parfois c'est ennuyeux, mais au moins pour se préparer, pour acquérir les compétences métiers de son client. Si on n'est pas entrepreneur et on s'y connaît pas du tout en vente, c'est compliqué. Si on est dans le digital, il faut avoir des notions digitales, d'informatique. Il faut s'y connaître à minima sur le finance d'une entreprise, etc., etc. Donc c'est un métier c'est un vrai métier, être entrepreneur. Et du coup, il faut bien se préparer et surtout, il faut bien s'entourer. Il faut aller en parler à des gens qui ont créé des entreprises. Il faut les multiplier. Il faut créer une vraie communauté autour de soi. Il faut être transparent avec eux. Il faut leur poser des questions directement. Il faut les écouter. Et il faut pas les regarder de haut, ils connaissent rien à ce que j'ai fait, c'est moi qui ai raison. Même s'ils connaissent pas très bien le métier, mais en fait, ils ont un retour d'expérience qui est toujours très important et très intéressant. Donc, poser des questions, bien s'entourer et écouter ce qu'on nous dit. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service? En fait, moi, je viens pas du tout du domaine des ressources humaines. Moi, je suis ingénieur informatique et Metappli. Pendant 11 ans, j'ai fait du consulting pour les banques et les assurances. Et j'ai aidé vraiment les banquiers à faire des calculs de risque ou de définir un prix pour leurs produits. Quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le recrutement et les ressources humaines. Et je crois que le meilleur investissement que j'ai fait, c'est que la première année de la création de l'entreprise, j'ai passé beaucoup de temps à me faire des crash tests avec des recruteurs. Ça veut dire, j'essaie d'avoir des rendez-vous, c'est pas pour vendre, c'est pour discuter.
Je trouvais toujours un prétexte, hein. Mais l'idée, c'est d'aller leur parler, leur poser des questions, leur donner des affirmations, parfois fausses d'ailleurs, pour voir leur réaction. Ce qui m'a permis de bien comprendre leur métier, de bien comprendre leurs douleurs, ce qu'on appelle le pain points. Quels sont réellement leurs vrais pain points. Je crois que c'était un investissement extrêmement important dans la vie de Data for Job, parce qu'aujourd'hui, du coup, ça m'a donné la capacité d'anticiper la réaction d'un recruteur ou d'un collaborateur ou d'un DRH vis-à-vis à tout ce qu'on est en train de faire. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que dans l'année 2, quand je me transformais en vendeur, mes prospects ont face à eux un vendeur qui parle leur vocabulaire, qui connaît leurs problèmes, qui connaît leurs moments de solitude à eux aussi et qui sait y répondre. Oussem, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre ? Alors, ils peuvent me suivre, déjà suivre Data for Job sur LinkedIn. On a une page entreprise qui s'appelle Data for Job, Data 4 Job en français, tout attaché. Sinon, moi, personnellement, donc je suis sur Facebook et sur LinkedIn. Pas beaucoup sur Twitter, j'avoue. Je suis plutôt LinkedIn, Facebook, très LinkedIn. Donc c'est Oussem Hamza. Il faut chercher CEO de Data for Job. Merci Oussem, à bientôt. Merci Nair. Merci encore à Oussem pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et outils cités et à la retranscription intégrale de cet épisode en vous rendant sur le lien suivant, envou.co/12, le chiffre 12. Avant de terminer ce podcast, j'ai 2 annonces importantes à vous faire. D'abord, bonne année à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre le podcast. Enfin, si vous avez apprécié le podcast, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envou.co/iTunes parce que cela m'aide beaucoup à le faire connaître. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous. Excellent, je ne le fais pas exprès.